Alors, aujourd'hui, je vais brièvement vous parler de cette fameuse révolte du Sonderkommando d'Auschwitz, de Birkenau, pour être plus précis. Ce n'est pas la seule révolte, c'est d'ailleurs en soi déjà une, euh, une façon de vous dire qu'il y a un mythe qui doit être cassé, c'est celui que les Juifs se sont fait gentiment amener à l'abattoir durant la Shoah. Ce n'est pas vrai. Il y a eu des révoltes, il y en a eu pas mal. Malheureusement, elles n'ont pas toutes été documentées. Ici, celle-là, en l'occurrence du 7 octobre 1944, elle a été documentée. On la retrouve dans les archives d'Auschwitz. Alors, résistance, je l'ai mis au pluriel parce qu'à Auschwitz, qui est un camp de concentration et un centre de mise à mort, il est important de faire la distinction entre les deux parce que la finalité de ces deux éléments est totalement différente. Il y a de la résistance dans le camp de concentration, dès le début quasiment, et dans le centre de mise à mort. Donc ça, on va le voir ici avec ces fameux Sonderkommando. Oui. Alors, un petit topo pour ceux qui ont été à Auschwitz il y a longtemps et qui ne se souviennent plus très bien, ou ceux qui n'ont jamais été. On se trouve en Haute-Silésie. C'est une région polonaise, durant l'entre-deux-guerres, qui est annexée à l'Allemagne immédiatement lors de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Alors, annexé, ça veut dire que les nazis considèrent ce territoire comme allemand. Ils vont y faire les choses comme si elles étaient en Allemagne. Il y a les forces de police qui sont présentes comme si on était en Allemagne. Alors, attendez, j'ai apporté un Auschwitz-Im. Ça, c'est la petite ville polonaise, dont le nom germanique est Auschwitz, qui avait déjà été donné à l'époque où cette région était dans l'Empire autrichien. Ça, c'était il y a plus longtemps. Alors, juste à côté, il y a Brzezinka, qui est germanisé Birkenau. Alors, 1940, un camp de concentration est créé dans une ancienne caserne de l'armée polonaise. Et donc, c'est ici qu'essentiellement, d'abord, des détenus polonais vont être envoyés. Donc, des gens qui sont condamnés pour des raisons politiques de résistance. Je dis bien détenus parce que dans un camp de concentration, qui est un moyen extra-légal, il faut parler de détenu plutôt que de prisonnier. Juridiquement, un prisonnier, il a vu un avocat, il a vu un juge, il a été condamné par la loi. Les gens qui étaient envoyés là, ce n'était pas du tout le cas. C'est un moyen extrajudiciaire de répression. 1940 donc. À partir de 1941, il va y avoir un grand camp d'abord de prisonniers politiques, là on parle bien, de prisonniers de guerre, là on parle bien de prisonniers, des prisonniers de guerre essentiellement soviétiques. 1941, c'est aussi l'année de l'action Barbarossa, et un grand nombre de prisonniers politiques prisonniers de guerre vont être envoyés dans les camps de concentration allemands, et donc il y a besoin de toute cette place. Une partie du village de Brzezinka sera d'ailleurs détruite. Quand vous allez aujourd'hui, vous voyez, il y a des baraquements en briques. Les briques, elles viennent des maisons du village de Brzezinka essentiellement. Donc ce grand camp de concentration, donc d'abord camp de prisonniers de guerre, créé par les prisonniers de guerre eux-mêmes, qui vont tous, pour le dire crûment, crever à la tâche. Et donc c'est Auschwitz II, qu'on appelait plus communément Auschwitz, enfin Birkenau. Ça, c'est le nom. Mais le nom officiel, c'est le Kriegsgefangenenlager Auschwitz. Alors, il y aura plus tard, en 1942, un troisième Auschwitz qui va être créé un peu plus loin pour l'industrie des Bundeswehrwerke, donc l'industrie de guerre allemande qui sera très importante. Les photos aériennes qu'on a de ces lieux-là, c'est pour les bombardements essentiellement en 1944. Pour ça et ça, les camps de concentration, ça intéressait beaucoup moins les Alliés au moment de ces prises de ces photos. Ça, c'est un peu pour le topo. Entre les rivières aussi, ici, donc la Soa et la Vistule, il y a le Interessengebiet. Il ne faut pas oublier qu'au moment où quelqu'un veut s'échapper, soit de Birkenau, soit d'Auschwitz, c'est bien de sortir du camp, mais après, on est toujours dans une zone SS. Il y a toujours des postes de contrôle dans toute cette zone-là. Donc, à moins que vous soyez polonophone, ça va être très compliqué aussi de s'en sortir. Ça, il faut bien tenir en tête. Oui, on va faire un zoom
sur Birkenau, parce que c'est essentiellement là que ça va se passer. Alors, je vais repiquer sur ce que Roman Carmon dit là tout à l'heure, les déportés juifs de Belgique qui viennent du SS Sammellager Mechelen, donc de la caserne d'Ossin. Ils arrivent essentiellement ici. C'est la Judenrampe. À partir de mai 1944, on parlera de la Alte Rampe, parce que cette rampe, ces rails vont être continués à l'intérieur du camp de concentration de Birkenau. Je vais y revenir. Alors, donc ces gens-là, ils arrivent ici. C'est un lieu très important qui a été mémorialisé il n'y a qu'une petite vingtaine d'années. Et pourquoi est-ce qu'il est important? Parce que c'est là que les gens ont été sélectionnés, travail ou pas travail. Les pas travail, vous l'aurez compris, vont vers la mort. Et c'est là que les gens se sont vus en famille, en tout cas pour la dernière fois. Alors, ceux qui vont au travail, ils vont à pied jusqu'au camp de concentration de Birkenau, qui est construit en plusieurs phases, donc le B1, le B2 et le B3, Bauabschnitt. Les non-travail, ils sont envoyés vers, juste là tout en haut, la petite maison rouge, Bunker 1. Là, on est dans le printemps 1942. C'est à ce moment-là que Auschwitz-Birkenau va devenir un des centres de mise à mort de la judaïté polonaise et européenne in extenso. Il y a d'autres centres, Kulmhof, Chełmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek, mais à partir de 1943, ce sera Birkenau qui va devenir le plus grand centre européen, parce que les deux juifs qui sont sur une île en Grèce vont être envoyés à Birkenau. Un juif qui se cache dans un fjord en Norvège, il va être envoyé à Birkenau. Donc c'est pour ça qu'il y a cette aura internationale liée à ce lieu. Alors, donc ici on a le bunker 1, la petite maison rouge. Là, le bunker 2, la petite maison blanche. Pourquoi rouge et blanche? C'est très simple. Rouge parce que les briques, et blanche parce que la chaux qui est sur les briques. Ce sont des petites fermettes qui sont transformées en chambres à gaz. Pas oublier non plus, la plupart des juifs belges qui ont été exterminés à Birkenau, ils ont été exterminés dans ces deux lieux-là, qui sont actuellement un peu en périphérie du musée. Surtout le bunker 1, dont il subsiste rien. Il y a juste l'emplacement avec quelques stèles. Et donc, la plupart des touristes qui visitent ce lieu-là, les visiteurs ne vont absolument pas voir le lieu où sont morts les juifs belges, où ils ont été exterminés en amont. Bien sûr, il y en a plein qui sont revenus parce qu'ils ont été repris dans le camp de concentration. Camp de concentration, rappelle aussi, il n'y a qu'à Auschwitz, on va tatouer le numéro sur le bras. Dans les autres grands camps de concentration, c'est un numéro qui est sur la tunique, sur le fameux pyjama rayé. Alors, lieu de mise à mort, donc ça, on est dans le printemps 42. À partir du printemps 43, les nazis vont augmenter la cadence en créant le crématorium 2, il est là, le crématorium 3, le crématorium 4 et le crématorium 5, qui fonctionnent dans ces crématoriums. Ce sont naturellement des SS, mais également les fameux Sonderkommando. Dans un tout premier temps, il y a déjà un crématorium à Auschwitz I, le Stammlager, le camp de base, à partir de juillet 40. Est-ce que c'est bizarre d'avoir un crématorium dans un camp de concentration? Pas du tout. La plupart des grands camps de concentration, fin des années 30, ont tous leur propre crématorium. Avant, ils envoyaient les cadavres dans les crématoriums civils de la ville la plus proche. Ça ne faisait pas très discret au moment où les cadavres ont commencé à s'accumuler. Mieux valait donc créer des crématoriums dans les camps, et ce ne sera pas différent pour Auschwitz. Donc des grands crématoriums équipés ici du coup de chambres à gaz dans le même bâtiment. Ça aussi c'est important. Parce qu'ici, donc dans ce bunker 1 et 2, il n'y avait pas de crémation. Donc dans un premier temps, on va enterrer les cadavres, ça va poser des problèmes. On va utiliser des commandos, Enterdungskommando, un commando de déterrement pour brûler tous ces cadavres. Là, on est donc fin 1942. Et c'est ce Sonderkommando, commando spécial, qui va être finalement liquidé fin 1942 pour être remplacé par une toute nouvelle équipe. Alors oui, on peut aller plus loin. Les Sonderkommando. Alors le mot Sonderkommando en soi est déjà spécial, parce que commando spécial, ça veut tout et rien dire.
À Auschwitz, ce sont des détenus juifs ou pas juifs qui sont dans ce Sonderkommando, qui doivent faire le sale travail. Quel sale travail? Je vais y revenir tout de suite. Dans d'autres contextes, des Einsatzgruppen par exemple, et des groupes mobiles de tuerie qui allaient en Union soviétique de village en village pour abattre par balle les juifs, ce sont aussi parfois des Sonderkommando. Mais ils ont aussi encore d'autres noms. Alors, Sonderkommando, commando spécial, ça reste naturellement très vague. À Mauthausen, le Sonderkommando, c'était les détenus qui devaient nourrir les lapins. Donc il y a une variété, et ça c'est typique naturellement des nazis, du système, du langage nazi. On dit tout sans rien dire en fait, parce que Sonderkommando, Sonderbehandlung, traitement spécial, en général c'était pas très bon, mais ça on ne le savait pas au moment même. Sonderkommando, ces détenus devaient être aussi gardés à part, ils ne pouvaient pas avoir de contact avec les autres détenus. Et donc ici en rouge, on voit les baraquements où ils étaient donc hébergés durant leur captivité. À la fin, 1944, ils seront hébergés directement dans les crématoriums même, donc dans les combles, dans les greniers du crématorium, il y aura les chalets avec les Sonderkommando, donc 2, 3 et 4. Alors, ces Sonderkommando, quel était leur statut? Ils avaient quelque part plus de marge de résistance, en tout cas à Auschwitz-Birkenau. Pourquoi? Ils avaient plus à manger, ils avaient du savon pour se laver, ils étaient en meilleures conditions physiques. Ils étaient aussi sélectionnés pour ça, de jeunes hommes, entre 20 et 40 ans, qui devaient faire un travail physique important. C'est-à-dire, quel travail? On va y venir. Oui, avec le dessin de David Holler, qui est un ancien membre du Sonderkommando, c'est un artiste, qui va donc survivre à la guerre et qui, très rapidement, on voit en 1946, faire des dessins sur ce qui se passait dans le Sonderkommando. Après le gazage, les Sonderkommando devaient vider les chambres à gaz, devaient raser les crânes des femmes pour en recueillir les cheveux qui étaient utilisés dans la production textile de l'économie de guerre allemande, et devaient enlever les dents en or. Ici, tout ça, c'est post-mortem. Dans les autres centres de mise à mort, le rasage du crâne est ante-mortem, donc au moment où les femmes étaient encore en vie. Les dents, ça c'est toujours post-mortem, parce que vous aurez bien compris que c'est plus compliqué dans cet ordre-là. Alors, David Holler dessine bien le Sonderkommando qui doit emmener de la chambre à gaz vers les fours crématoires. Oui, un autre dessin nous le montre bien, et nous montre bien en fait la technicité de ces grands crématoriums. Ici, ça c'est dans le crématorium numéro 3. Il y a de la chambre à gaz, un monte-charge, donc un ascenseur qui va amener les cadavres vers l'étage supérieur où sont les fours crématoires. Il y a ici une sorte de piste en béton très lisse, donc il suffit juste de mouiller et avec 2 doigts, finalement, on sait tirer un cadavre jusqu'à l'endroit où il doit être. Alors, l'utilisation de ces fours crématoires va faire en sorte que les Sonderkommando, on ne va pas systématiquement les éliminer. On le lit parfois, tous les 3 mois, on exécutait tous les Sonderkommando et on en mettait d'autres à la place. Ce n'est pas vrai. Certainement pas à partir du moment où on va construire des appareils, les fours crématoires. Il faut quand même former quelqu'un pour utiliser un appareil comme ça. Ça ne se fait pas, ça ne s'apprend pas comme ça sur le tas. Il faut former des gens, ça prend du temps. Si on les liquide, ça va obstruer le bon déroulement de l'extermination. Et c'est pour ça que les nazis vont garder ces gens en vie, certainement. À la fin, naturellement, il ne faut pas oublier, tous ces Sonderkommando, ce sont des Geheimnisträger, des porteurs de mémoire, des porteurs de secrets, pardon. Et donc, ces porteurs de secrets, en fin de compte, ce sont des gens absolument pas laissés en vie. Donc, c'est un couac dans le système nazi, quelque part, qu'une centaine de Sonderkommando ont survécu à la guerre et ont pu témoigner. Témoigner, pas toujours évident, parce qu'après-guerre, ils avaient une mauvaise réputation. Primo Levi va même parler d'eux comme les corbeaux du crématorium. Et certaines personnes les voyaient comme des complices du génocide, des complices des Allemands. Et ça, c'est une des particularités de la Shoah, c'est que les nazis vont utiliser les victimes pour faire fonctionner le génocide des autres victimes.
Donc les Juifs sont véritablement mis à contribution. Mais il n'y avait pas que des Juifs dans les honneurs commandos, hein, mais la grande majorité, essentiellement vers la fin, sont des Juifs. Alors, résistance. Ils avaient une certaine marge de résistance parce qu'ils étaient en meilleure condition physique et le restaient, naturellement, s'ils ne devenaient pas complètement fous, parce qu'ils étaient dans le cœur du génocide. Parfois, c'était leurs femmes et leurs enfants qui sortaient de la chambre à gaz. Beaucoup de Sonderkommando se sont suicidés. Si, à un moment, ils perdaient un peu la boule, les SS n'avaient aucune pitié de leur mettre une balle dans la tête et de les liquider. Hein, donc, il ne fallait absolument pas que ça pose le moindre souci. Or, l'été 1944 sera vraiment spécial parce que la cadence de l'extermination va faire un boom à partir de mai 1944. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? La Hongrie, qui était donc alliée de l'Allemagne nazie, sent le vent tourner et veut tourner sa veste, comme on dit chez nous. Les Allemands n'ont pas trop apprécié, ont envahi la Hongrie et les Juifs hongrois, jusqu'à ce moment-là, ont été assez bien préservés, de la Shoah en tout cas. On va en déporter 437 000 à Birkenau, 312 000 seront exterminés en 6 semaines de temps. La cadence est infernale. Et donc, durant cet été de 1944, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on va tirer les rails jusqu'à l'intérieur de Birkenau et créer la Neue Rampe pour activer le processus, les Sonderkommando, qui sont en contact permanent, alors que c'est normalement interdit, avec la résistance dans le camp de concentration. Résistance essentiellement polonaise, hein, l'Armia Krajowa, l'armée nationale, donc la résistance polonaise non communiste, qui est présente à Auschwitz I et à Birkenau, et qui vont pouvoir fournir via un appareil photo aux Sonderkommando du crématorium numéro 5. Alors, ces photos-ci, ce sont des photos rares naturellement, parce que la plupart des photos qu'on a d'Auschwitz, il ne faut pas oublier que ce sont des SS qui l'ont prise. Hein, donc, que ce soit la Bauleitung, que ce soit ces convois qui arrivent été 44, c'est 8 convois qui ont été mis dans l'album d'Auschwitz. Ça, c'est le point de vue des SS. Ici, c'est le point de vue des victimes. Donc ça, en soi, c'est déjà un acte de résistance. On voit naturellement les photos qu'on utilise dans tous les livres qui parlent du sujet. Les crémations à ciel ouvert, parce que les crématoriums ne savent pas suivre. On voit les Sonderkommando qui sont en train de brûler à ciel ouvert dans des fosses les corps des Juifs hongrois. Alors, ici, une photo, parce que j'ai voulu vous les montrer dans leur jus, en fait, parce qu'elles sont toujours recadrées ou recoupées, ou on montre un détail. Ici, on voit des femmes qui sont emmenées qui sont donc nues, elles sont dévêtues, elles sont emmenées vers le crématorium pour y être gazées et puis brûlées. Ces femmes, quand on y voit de plus près, ce sont des femmes d'un certain âge, elles sont plus âgées. Là aussi, cette photo a été manipulée après-guerre, du coup maintenant par les communistes, qui ont remonté littéralement les seins des femmes pour les faire paraître plus jeunes, pour changer de narratif. Donc on sort un peu du contexte génocidaire juif pour entrer dans un contexte narratif de « ce sont de jeunes résistantes courageuses qui sont emmenées à la mort ». Néanmoins, ça reste naturellement des victimes, mais ici, ce sont bien des femmes juives hongroises qui sont emmenées vers le crématorium. La 283, elle est ratée et en même temps, elle témoigne aussi de la situation précaire parce que naturellement, le mec du Sonderkommando qui est en train de prendre des photos, il se fait choper, il se fait archi-tuer directement, tout est détruit. Même les SS, il leur était interdit dans cette zone-là qui était à Sperrgebiet, la zone interdite, même les SS, il leur était interdit de prendre des photos à cet endroit-là. À ma connaissance, il y a juste une photo dans un crématorium, probablement à Auschwitz-Birkenau, de juifs nus avec un Sonderkommando. Mais la photo n'est scientifiquement pas utilisable parce qu'elle a été trouvée dans des archives hors contexte. Et donc, on n'est pas sûr de où et de quoi. Mais très probablement, c'est dans cet été 1944. Ici aussi, donc ça, c'est été 44, ces photos-là. OK ? Alors, l'action du 7 octobre 44, elle va se dérouler, elle va commencer ici, le crématorium numéro 4. Alors, très rapidement, donc les fours, naturellement. Ici, la salle où les gens devaient se dévêtir. Et ici, il y a des plus petites chambres à gaz qui sont plus rudimentaires que dans les crématoriums 2 et 3. Donc, la technicité est un peu moins poussée. Néanmoins,
ça va bien fonctionner, sauf les fours qui vont fonctionner 3 mois et qui vont être hors concours. Par contre, en 1944, c'est dans cette salle-ci que les Sonderkommando vont être hébergés. Donc, ils vont avoir leur chalet là. Les chambres à gaz, elles vont continuer à fonctionner et les corps seront brûlés à l'air libre. Alors, pourquoi est-ce que le Sonderkommando, ce samedi 7 octobre 1944, va entrer en révolte? Il est en contact permanent avec la résistance dans le camp. La résistance, elle est plutôt d'obédience. Il y a des communistes, naturellement, il y en a d'autres également, mais cette résistance, la résistance dans le camp, elle va compter sur le fait que les soviétiques approchent. Ils ont des nouvelles via de l'avancée soviétique. Et donc, ils vont compter sur le fait, si les soviétiques arrivent, on va être libérés. Or, les Sonderkommando, c'est la réflexion à contrario. Si le camp s'arrête ici, nous, on va se faire tuer, parce que nous, on fait le travail qui est vraiment dans le génocide. C'est donc le travail qui ne doit pas être su du grand public. Nous, on le fait, donc nous, on va être exécutés. Ils avaient déjà vu plein d'exécutions autour d'eux, donc ils savaient exactement ce qui leur attendait. Donc, en fait, la libération ne serait pas la même pour les deux groupes. C'est pour ça que les Sonderkommando, ils voulaient déjà, depuis un certain temps, entrer en révolte, mais faire une révolte que tout le camp de Birkenau serait impliqué. A posteriori, ça semblait très compliqué de le faire. Hein. Donc, mais eux, ils étaient dans une situation de soit on se fait tuer gentiment, soit on essaye de faire autre chose. Même réflexion, en fait, pour Treblinka et pour Sobibor, où il y a eu des révoltes et où il y a eu des gens qui ont pu s'échapper du centre de mise à mort. Alors, le 7 octobre, il y avait déjà eu des sélections. Février 1944, 200 Sonderkommando avaient été envoyés, soi-disant, dans un autre camp pour aller travailler. En fait, ils ont été envoyés à Majdanek, où ils ont été immédiatement gazés et brûlés. De fil en aiguille, il y a des détenus qui sont arrivés de Majdanek, été 1944, quand ce camp a été libéré par les soviétiques, des détenus qui arrivent à Auschwitz, Birkenau, et qui transmettent cette information. Il y a 200 mecs qui sont arrivés de Auschwitz en février, qui sont tous fait zigouiller. Le Sonderkommando savait de quoi en tenir. Alors, septembre 1944, rebelote, 200 Sonderkommando sont sélectionnés pour, soi-disant, aller travailler autre part. Ils savaient bien qu'ils allaient vers la mort, hein, parce qu'ils ne se faisaient aucune illusion. Ces gens-là ont été envoyés vers le Canada 1, donc c'est près de Auschwitz 1. Le Canada 1, c'était le petit camp où on gardait tous les biens volés aux victimes. Ces gens-là ont été gazés là, dans une chambre hermétique où on traitait les poux. Et donc, ils ont été envoyés au crématorium à Birkenau pour être brûlés. Situation inédite, là, ce sont les SS qui vont personnellement brûler les cadavres, parce que les autres Sonderkommando, il ne fallait pas qu'ils sachent que leur compagnon, ex-compagnon, avait été tué. Néanmoins, en nettoyant les fours, les Sonderkommando, après, ont retrouvé des objets qui appartenaient aux gens qui ont été tués en septembre 1944. Donc, ils savaient que la liquidation était imminente. Tant qu'il y a beaucoup de victimes qui arrivent, il n'y a pas trop de danger. Été 1944, on est à 870 Sonderkommando. On en a déjà liquidé encore 200. Ils ne sont plus qu'à 670. Et on veut encore en liquider 300 au mois d'octobre. Ce 7 octobre, il va y avoir un appel pour 300 Sonderkommando vers un autre lieu. Ils savent tous ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que cette révolte va avoir lieu ce jour-là, parce qu'il y a cet appel pour une sélection de 300 Sonderkommando. Alors, c'est là ou jamais. Qu'est-ce qu'ils ont pour se révolter? Des couteaux, des haches, un revolver, un ou deux. Tout ça a été amené par la résistance, parce que la résistance, elle est dans le camp, dans d'autres parties du camp avec lesquelles ils ont néanmoins des contacts. Parfois, il y a moyen de négocier quelque chose, hein, parce que les Sonderkommando, bien qu'ils étaient tenus vraiment à l'œil, ils avaient parfois des dents en or à monnayer. Les cigarettes aussi, ça coûtait très cher. Et les Sonderkommando à Birkenau étaient à côté du Canada 2. Ça, c'est aussi cet endroit où on va stocker toutes les choses qui sont volées aux victimes. Le commando du Canada va être en contact néanmoins avec le Sonderkommando. Et donc, via, on va pouvoir faire amener des choses qui sont
prête pour une révolte, en tout cas des armes, pas beaucoup naturellement, hein. Ce sera vraiment un cas désespéré. Ici, dans le crématorium 4, les Sonderkommando vont bouter le feu au bâtiment et vont naturellement être rapidement liquidés par les SS. Ils ne vont pas sortir du bâtiment. Dans le crématorium 2, ils avaient entendu, on ne sait pas les voir hein, d'un lieu à l'autre, on ne sait pas les voir, on ne sait pas voir le crématorium 2 du crématorium 4 et vice-versa, mais on voyait la fumée qui n'était pas la fumée de juste un crématorium, mais d'un incendie. Et donc, il y avait une idée de, oui, la révolte a commencé, et donc ils se sont révoltés aussi dans le crématorium 2. Il y a même des Sonderkommando qui ont réussi à s'échapper en cassant les fils barbelés, allant vers la sortie. Malheureusement, tous ces gens ont été rattrapés par les SS. Naturellement, je vous ai dit, hein, toute la zone est une zone SS. Il y a la Gestapo aussi qui est présente pour arrêter et pour liquider ces gens. Résultat, et ce sera un paradoxe, les SS voulaient liquider 300 Sonderkommando. À la fin de cette journée du 7 octobre, 450 Sonderkommando seront tués en se battant contre les SS et après liquidés parce qu'on va... donc ici, le bâtiment sera brûlé, mais les chambres à gaz seront sauvegardées. Et dans les chambres à gaz, on va les enfermer, les faire sortir 10 par 10, les faire se mettre contre le sol et leur tirer une balle dans la nuque. 450 liquidés. Donc en fait, les SS ont fait 150 de plus qu'initialement prévu. 3 SS vont néanmoins trouver la mort ce jour-là. Alors, oui. Alors, je veux vraiment mentionner aussi 3 femmes, il y en avait plusieurs, mais ça, c'est 3 femmes plus courageuses qui ont été amenées à aider les Sonderkommando. Qu'est-ce que des femmes faisaient à Auschwitz? En fait, Auschwitz, c'était un des rares camps où il y avait hommes et femmes. Il y avait une section des femmes, une section des hommes, et ces femmes travaillaient dans la Unionwerke. C'était un des lieux où des munitions étaient retravaillées. Elles avaient réussi à sortir de la poudre de cette usine et la faire venir via vers les Sonderkommando qui en ont manufacturé avec des gobelets ou avec des conserves. Ils en ont manufacturé des sortes de bombes artisanales qu'ils ont utilisées durant cette révolte. La plus connue d'entre elles, c'est Roja Robota. Alors, bien sûr, Madame Zafirstein et Estera Feinsilber, elles seront toutes pendues le 6 janvier 1945 après une enquête menée par la Gestapo à l'intérieur du camp de concentration. On a fait parler des gens, on a fait torturer naturellement des gens, et de fil en aiguille sont arrivés sur plusieurs personnes qu'ils ont pendues à Auschwitz I le 6 janvier 1945. Qu'est-ce que la Gestapo fait dans un camp de concentration? C'est tout à fait normal. Dans tous les camps de concentration, il y avait une délégation de la Gestapo pour régler les crimes commis contre les Allemands, mais on n'oublie pas qu'on est dans un système totalitaire, et donc même les SS étaient tenus à l'œil. Hein. Donc c'était un étudiant syrien qui disait ça une fois, dans une démocratie, on peut plus ou moins dire ce qu'on veut, personne n'écoute. Dans une dictature, on ne dit pas ce qu'on veut parce que justement tout le monde écoute. Et donc c'était donc la Gestapo qui, après cette enquête, a su mettre la main sur une partie des coupables, en tout cas, de cette action du 7 octobre. Oui. Alors, autre moyen de résister, par l'écrit. Et ici, a posteriori, en fait. Alors, Zalman Gradowski, lui, il arrive en décembre 1942 avec sa femme Sonia. Sonia sera gazée dès l'arrivée. Gradowski sera mis dans le camp de quarantaine et de là, il ira vers les Sonderkommando. C'était un des chefs des Sonderkommando. Alors, Gradowski va commettre un acte totalement illicite dans un camp de concentration. Il va écrire ce qui se passe. Il va trouver du papier, il va négocier un crayon, il va écrire ce qui se passe. Et une partie de ces écrits, on va trouver 2 fragments de ces écrits, seront retrouvés dès le 5 mars 1945, donc après la libération. Les derniers écrits qu'on va trouver sont ceux de Marcel Nadjari, un juif grec, qui ont été trouvés en 1980. À ce jour, 8 fragments de différentes personnes ont été retrouvés sur le sol à Birkenau. Et là, on arrive à un autre problème, justement, des traces et de la mémoire. C'est le problème archéologique, parce qu'à Birkenau, comme c'est maintenant un sol plus ou moins sacré, on ne met pas une pelle dans le sol, hein, très compliqué. Or, ces gens qui avaient
risqué leur vie pour écrire des choses et les enterrer, parlent de dizaines, plusieurs dizaines de documents dans le sol qui sont toujours là ou peut-être démolis après ces années, mais qui étaient dans le sol et dont ils voulaient que ce soit déterré. Et là, on arrive dans un autre contexte, maintenant religieux, hein, parce que, comme vous le savez, comme c'est considéré comme un cimetière juif, on ne peut pas déterrer même des fragments d'os d'un cimetière juif. Or, Zalman Gradowski, qui était archi-religieux, je pense qu'il aurait bien voulu qu'on déterre ses écrits. Mais c'est un autre débat, et pour l'instant, de toute façon, c'est bloqué. Mais c'est un des autres actes de résistance, et pour cela, je l'avais mis au pluriel, par écrit, donc physique, mais aussi donc d'informations avec les photos qui ont été prises à Birkenau. Oui. Alors, beaucoup de films sont un peu discutables à ce niveau-là, mais il y en a un qu'il faut vraiment le détour. C'est un film coup de poing, hein, il faut s'accrocher. C'est Le Fils de Saul. Alors, il faut un peu lire en amont de quoi il s'agit, parce que sinon on ne comprend pas toujours tout. Le Fils de Saul va être un condensé de ce que je viens d'expliquer, parce que le jour où ils prennent les photos, août 44, et le jour de la révolte, le 7 octobre 44, sont un peu distants. Or, dans le film, on voit tout dans un laps plus ou moins de 24 heures, avec cet homme qui va trouver le corps d'un garçon et qui va s'obstiner à vouloir lui donner des funérailles juives en bon ordre, et pas simplement brûler comme un déchet. Donc, c'est un film certainement à voir sur cette thématique-là et qui explique bien les Sonderkommando. Là aussi, les Sonderkommando, ici, on voit qu'ils sont habillés en civil. En 1944, il n'y avait plus trop d'uniformes disponibles. Donc, la plupart des Sonderkommando 1944, ils étaient en civil avec des traits rouges, de la peinture rouge sur leurs habits pour qu'on puisse aisément les distinguer en tant que Sonderkommando. Si vous voulez en savoir plus, vous avez ce petit livre-ci en PDF accessible à vous tous qui participez à cette journée. Si vous voulez en savoir encore plus, il y a le livre de Gideon Greif et d'Itamar Levin sur la révolte à Auschwitz, sur la révolte du Sonderkommando. Voilà, je vous remercie pour votre attention.